Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 19e numéro de la saison du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV, que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss Abdi, pour une fois à mes côtés en studio. Salut Driss. Salut Alex, comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Très très bien. Ouais, t'es pas en voyage? Non, pas ce coup-ci. Je me suis posé un petit peu. Bon, tu te sentais seul? T'es prêt pour l'émission? Ouais. Alors n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site internet watch.tv pour revoir tous les épisodes du Garage, également les podcasts sur l'iTunes Store, il suffit de s'abonner, c'est gratuit, les applications Windows, Android et le compte Twitter @legaragewatch, le hashtag hashtag legaragewatch. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera au scooter électrique de BMW, le C Evolution, mais aussi au concept de Mini présenté par Superleggera et à la Fiat 500L Trekking. Mais avant cela, c'est de futur dont nous allons parler, un futur peut-être plus proche que jamais, puisque depuis quelques années les concepts se multiplient et les technologies évoluent. Je veux parler de la voiture autonome, et pour en parler, j'accueille deux confrères, ou plutôt ce sont eux qui nous accueillent chez eux. Tout d'abord, monsieur Nicolas Edet, journaliste multipass en duplex depuis Strasbourg. Salut Nicolas. Salut Alex. Nicolas, rédacteur en chef de V6 sur AB Moteur, l'émission change de formule si j'ai bien compris. Oui, complètement. On est passé en mensuel depuis le mois d'avril. Donc, on a une émission qui désormais fait 52 minutes au lieu de 26, avec plus de choses. On a toujours un invité qui est là avec Margot, et Margot lui fait découvrir tout un tas de choses, des cascades, du drift, par exemple aussi, ou également une balade en NASCAR. Donc, pas mal de choses pour l'invité. Généralement, il rentre, il est assez fatigué. Donc, c'est un Top Gear à la française? Ouais, enfin bon, on n'a pas les mêmes moyens, on va dire. Hein. Quelques zéros en moins. Si peu. Ouais. L'audience aussi d'ailleurs, on essaye. Hein. On fait 600 km vers l'ouest pour retrouver Vincent Beaucousin-Jamelin du site Yahoo Auto depuis Rouen. Salut Vincent. Salut Alex, salut Driss. Salut. Vincent qui s'intéresse à tout ce qui roule et qui depuis peu, je crois, a également inauguré une rubrique ancienne sur Yahoo Auto. Oui, tout à fait. Parle-nous de ça s'appelle comment? Alors elle s'appelle Oldies but Goodies. Le nom est bien indiqué, et en fait, une fois par mois, on va à la découverte de belles histoires sur les voitures anciennes, et on s'intéresse surtout à toutes les marques. Les dernières en date, c'était quoi? On a fait un épisode sur Skoda, puisqu'il y a de vraies pépites à découvrir à l'Est en termes de voitures anciennes. Ouais, on a fait aussi Skoda dont on a parlé dans l'émission il y a à peu près un mois, effectivement. On a revu un peu tout l'historique de la marque, c'était très intéressant. Et puis on a fait un bel épisode plus français avec l'essai d'une CX GTI Turbo 2. Très bien, écoutez, on va marquer une courte pause, on se retrouve pour parler véhicule autonome, à tout de suite. Alors, la voiture autonome, c'est de plus en plus une réalité, Driss. La voiture autonome est déjà là, hein. C'est au cœur de l'actualité en ce moment. Vous avez peut-être vu Google qui a présenté un prototype de voiture 100% autonome. Il y a rien, il y a même pas de volant, on s'installe à bord et puis elle vous emmène à destination. Donc c'est une réalité, et on a vu beaucoup de choses précédemment. Ils sont pas les seuls sur ce segment. Il y a pas mal de constructeurs qui s'y mettent. Hein. On peut parler de Mercedes, mais c'est pas les seuls. On a vu beaucoup de monde. Hein. On en a parlé d'ailleurs lors d'une précédente émission au CITEC au Japon, Nissan, qui travaille pas mal sur le sujet. Donc Mercedes, comme tu viens de le dire. Il y a aussi Audi, avec qui on était à Las Vegas au CES en janvier dernier. Et là où on a tourné pas mal d'images, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc ce sont effectivement des domaines sur lesquels les constructeurs se sont emparés donc de la voiture autonome. Mais en fait, comme beaucoup d'autres applications, ça vient du domaine militaire, où c'est là qu'il y a eu les premiers développements. Exactement. Alors il y a aux États-Unis un organisme gouvernemental qui s'appelle le DARPA. C'est
pas très connu du grand public en ces noms-là, c'est le Defense Advanced Research Project Agency. On leur doit Internet, par exemple. C'est un organisme qui a été fondé à la fin des années 50 et c'est strictement encadré par le budget militaire. Et donc, ces gens-là réfléchissent à plein de technologies, d'abord pour des applications militaires, mais on les retrouve finalement après dans le grand public. Alors voilà, au niveau du véhicule autonome, ils ont lancé au début des années 2000, en 2004, un premier challenge qui s'appelle le DARPA Grand Challenge. Alors le but du jeu de ce challenge, c'est de demander à des équipes de chercheurs, d'universitaires, etc., de concevoir des véhicules autonomes avec des challenges à réaliser, un parcours, un peu plus de 100 miles à faire, et sur ce parcours des épreuves dont on a vu du slalom, des choses comme ça. Alors aujourd'hui ça se décale plus vers la robotique, tout ce qui est drone également, mais faut savoir que le véhicule autonome vient de là. Alors c'est pas les seuls, des constructeurs s'y sont mis. On a vu ça notamment avec Audi au début des années 2000. En 2010, il y a un projet de véhicule autonome chez Audi. On le voit à l'image. Là, c'est le projet de Pikes Peak. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Nicolas et Vincent, mais c'est une TTS qui est entièrement équipée pour monter la montagne sans conducteur. Et là, on voit des images. Ça t'inspire quoi, Vincent, ça ? La voiture autonome, plus que ça m'inspire, moi je l'ai essayé avec Nissan l'été dernier à Los Angeles, donc le projet dont Driss parlait sur la Leaf en voiture autonome, ce qui est particulièrement impressionnant. Sur l'exercice d'Audi au début des années 2010, c'est vrai qu'on pouvait encore avoir le doute en se disant bon, c'était un peu facile avec des points GPS peut-être de programmer le parcours et puis finalement de faire avancer la voiture qui exécutait l'itinéraire voulu. Aujourd'hui, sur les voitures autonomes, comme tu le soulignais, c'est vraiment une technologie qui vient militaire. Nissan nous l'a démontré avec son système qui est à mi-chemin entre le radar d'aviation et le sonar de sous-marin. Et c'est un vrai plus, je pense que ça peut correspondre à l'usage que peuvent faire beaucoup de gens avec cette voiture. Maintenant, moi ça m'embête un peu le côté ultra robotique, ça enlève aussi le côté passionnel pour conduire une voiture. Alors Driss, Vincent parle de passion. Les constructeurs l'abordent pas toujours sous cet angle passion, justement. Je pense notamment à Audi, puisqu'on a eu l'occasion en début d'année à San Francisco de faire un petit tour dans une A7 autonome. On va peut-être pouvoir voir des images. L'idée des constructeurs aujourd'hui, c'est de dire, en tout cas de cela, parce qu'il y a plusieurs approches, c'est de dire on sait faire conduire une voiture toute seule, mais on veut pas qu'elle conduise toute seule tout le temps. Il y a déjà un premier problème qui est législatif. On peut pas avoir une voiture qui conduise toute seule. Il n'est pas question d'aller s'asseoir sur le siège arrière et de laisser la voiture nous emmener là où on désire. Donc c'est vraiment on doit rester au contrôle de son véhicule. Ça c'est fondamental. On n'a pas arrêté de nous le répéter. Après, faut bien reconnaître que Vincent qui nous parlait tout à l'heure de confort, je sais que toi tu passes beaucoup de temps dans les embouteillages. C'est le genre de petit plus dans la voiture quand même qui est le bienvenu. Moi je sais que je supporte pas les embouteillages. Non, ça c'est évident. Après c'est vrai que je te rejoins sur le côté plaisir, etc. Si on veut se faire une petite balade de l'arsouille ou autre, mais en revanche dans certaines situations effectivement c'est quand même bien pratique de pouvoir faire autre chose et de laisser la voiture prendre le contrôle. Là pour le moment c'est plus de l'assistance, c'est aussi comme ça que ça nous est présenté. Donc la voiture on doit toujours garder les mains sur le volant par exemple ou à proximité du volant, sinon il y a des alarmes qui retentissent et donc la voiture vous surveille aussi. La voiture, il y a des capteurs à l'extérieur et à l'intérieur. Les capteurs à l'intérieur vérifient que vous soyez pas en train de vous endormir ou autre. Et par rapport à la technologie, je crois que c'était toi Vincent qui parlait de ça tout à l'heure par rapport à la technologie utilisée par Audi. Avec des points GPS. Maintenant, c'est beaucoup plus de choses. C'est non seulement le GPS qui est utilisé, il y a aussi des capteurs infrarouges, il y a aussi des caméras, il y a tout un tas de capteurs qui sont embarqués dans la voiture. On le verra un peu plus tard, on a filmé donc ces images-là. Donc c'est l'Audi qu'on a filmé à Las Vegas. Donc sur les images suivantes, vous allez voir l'ordinateur qu'il fallait
pour piloter cette voiture, c'était quelque chose de monstrueux. Et en un an, donc les progrès ont été réalisés pour. Donc on a besoin de ce gros ordinateur. Voilà, c'est les images de 2013. Voilà. Donc dans le coffre d'un gros break Audi. Voilà, donc il fallait cet ordinateur-là pour analyser toutes les données qui étaient recueillies par tous ces capteurs, donc capteurs, caméras, GPS, etc. Donc aujourd'hui, voilà, on a juste ça. Voilà, dans le coffre de l'Audi A7, il y a ce petit boîtier électronique là qu'on voit, qui suffit à prendre en compte tous les paramètres de circulation de la voiture, etc., etc. Et l'autre chose qui est importante, on parlait de Nissan, donc ça c'est une démonstration qu'on avait vue au CITEC au Japon. Le CITEC, c'est ce salon sur toutes les technologies à venir. C'est non seulement la voiture va être non seulement en mesure donc de conduire toute seule, mais elle peut aussi, en cas de problème sur la route, réagir. Par exemple, la voiture en face de vous est arrêtée en panne ou en warning pour je ne sais quelle raison. La voiture sera en mesure de vérifier donc ce qui se passe autour d'elle, mettre le clignotant, de déboîter et de dépasser. De la même façon, si vous avez une intersection, la voiture va analyser les autres véhicules à l'intersection, les panneaux aussi, pour respecter le code de la route et faire en sorte de traverser une intersection en toute sécurité. Alors ce qui est intéressant, c'est les approches différentes des constructeurs. Nissan, par exemple, puisqu'on parle de la technologie de l'automatisme, de la conduite automatique à un véhicule électrique, ce que ne fait pas Audi avec cette A7, ce que ne fait pas Mercedes avec sa classe S. La classe S, Nicolas, tu as essayé la conduite automatique? Oui, complètement. C'était au mois de septembre dernier, j'avais la chance d'essayer la S63 AMG en plus, tant qu'à faire. Donc là, on n'est plus vraiment sur une voiture électrique, on a plutôt 585 chevaux répartis sur 4 roues motrices, donc ça va très très vite. V8 biturbo. Ouais, c'est ça, c'est un truc monstrueux, ça marche très très fort, c'est hyper confortable. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant. C'est-à-dire que je me suis amusé, donc justement pour l'émission V6, à un moment donné, dans le sujet, à laisser partir la voiture toute seule et à enclencher tous les systèmes. Qu'on va faire comme dans Les Enfants de la télé. Nous avons retrouvé les images de Nicolas Hédé. Je vous propose de regarder ce qu'il en disait à l'époque. Vous venez de le voir, avoir autant de systèmes à la conduite, c'est bien. Je dirais même que ça permet de faire des choses totalement interdites sur la route. Du genre conduire sans les mains, par exemple. Voilà, sans les mains et sans les pieds, tant qu'à faire. Et du coup, ça permet même de faire des choses un peu différentes, voir comment ça se passe à l'arrière. Ça va, tout va bien? Vous amusez bien? Vous regardez quoi comme DVD? Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'on peut se permettre de boire un coup. C'est bien aussi. Voilà, rassure-moi, tu t'es arrêté à boire un coup j'ai fait semblant de dormir après quand même. C'est-à-dire que j'ai allongé le siège. Et voilà, donc c'est vrai que c'est bluffant. Alors on a forcément, on a quand même toujours un œil sur la route parce il y a quand même un certain instinct de survie quand même. On n'est pas complètement taré. Voilà, on a envie de rester maître du véhicule. D'ailleurs, la voiture vous le dit régulièrement. Le système est prévu pour le moment pour que le conducteur reste maître du volant, comme le disait Driss tout à l'heure. Donc bon, c'est bluffant. Je pense que c'est intéressant. Moi, je rejoins l'idée de Vincent dans le sens où voilà, tous les deux on habite en province et on a l'occasion de faire beaucoup de kilomètres, notamment dans les embouteillages parisiens. Ce type de système, pour nous, c'est génial parce qu'à ce moment-là, on sort son ordi, on bosse et pendant que la voiture roule toute seule, on peut avancer, on peut travailler comme on le ferait dans un train, dans un TGV par exemple. Et on peut reprendre la main une fois qu'on a envie de s'amuser et qu'on a envie de rouler sur petite route. Alors l'approche d'Audi, je pense que c'est la même pour Mercedes. En tout cas aujourd'hui, c'est de dire on ne veut pas vous empêcher de conduire, mais par contre on peut conduire à votre place quand c'est désagréable. C'est besoin, voilà, dans les embouteillages. Et il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que bon, là on est en train de parler de la voiture 100% autonome. Je touche pas le volant, je laisse aller, je fais autre chose. Mais on a déjà des applications concrètes aujourd'hui dans des véhicules de série. Je pense notamment à tous ces systèmes qui vous permettent de bien rester dans votre file, par exemple. Il y a aussi les systèmes de sécurité maintenant. Si je réagis trop tardivement pour freiner, la voiture a analysé que la distance entre vous et la voiture qui vous précède s'amenuise et donc il y aura un freinage qui sera fait à votre place. Donc là, on a déjà des applications concrètes aujourd'hui. On est dans l'étape d'après, Vincent, en fait, dans le véhicule autonome. Mais c'est vrai que, comme le dit Driss, toutes ces technologies mises bout à bout permettent d'arriver à ça. En gros, c'est ça.
Oui, sur effectivement des véhicules milieu de gamme, hein, on peut parler des véhicules qui sont accessibles à partir de 30 000 euros. On a du lane assist, comme disait Driss, on a du régulateur auto-adaptatif sur autoroute. Donc c'est déjà très très bien. Là où moi je vois plus l'application de la voiture autonome qui est vraiment très intéressante, Nissan nous avait fait la démonstration, c'est par exemple on arrive à un parking de supermarché, on a envie forcément, comme tout le monde, de descendre devant l'entrée du supermarché, et là on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton sur la voiture qui va se garer toute seule, elle va trouver sa place, elle va naviguer à travers les fils, et ça c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la voiture va se garer toute seule. Ce qu'on peut peut-être mettre en illustration là-dessus, c'est qu'on a des images du système Valeo, un système prototype qui est quasiment prêt, où effectivement ça illustre très bien ce que tu dis. Je sais pas si on peut envoyer les images en régie. C'est le valet de parking de Valeo. Alors voilà, c'est ça. Donc là, c'est pas sur une Nissan, c'est sur un Range Rover, hein, un Evoque. Donc on est sur un parking. À l'entrée du parking, on a lancé le programme. Et le véhicule, on va le voir, cherche sa place. Donc voilà, il est pas dangereux, il roule à 5 à l'heure. Hein. Il envoie une et donc il va entamer tout seul la manœuvre de parking. On va voir ça. Et effectivement, comme tu dis Vincent, ça permet, on est à l'entrée du centre commercial, il pleut, on n'a pas envie d'aller au parking se faire mouiller, c'est un parking extérieur. Voilà, on laisse la voiture, elle se garer, et puis quand on a fini ses courses, on rappelle la voiture et elle va revenir vous chercher là où vous l'avez laissé. Ça c'est des bien, applications, hein. Voilà, c'est énorme, c'est des applications vraiment concrètes du quotidien. Parce que j'avais peur que la voiture aille se garer et puis qu'elle dise pas où elle est. Hein, c'est plus embêtant. Il y a même pas effectivement. Alors c'est vrai que c'est une bonne question que tu poses parce que si la voiture perd le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pas la réponse, mais aujourd'hui, oui, elle revient. En tout cas, elle est censée revenir te chercher là où tu l'as laissé. C'est ce qui existe pour les drones d'ailleurs. Hein. On commence tout doucement à filmer avec des drones et le drone a un point GPS et si on en perd le contrôle, en théorie, il revient sur son point de départ. En théorie. Il y a d'ailleurs sur la chaîne une émission où on s'intéresse beaucoup aux drones. Je vous renvoie au studio mobile, je crois. Alors la Google Car, parce que c'est un petit peu le sujet prétexte. Je sais pas, vous l'avez tous vu. On va la voir à l'image. Oui. Cet espoir-là. Ça vous inspire quoi, ça? Parce que là, pour le coup, voilà, les enfants montent à bord, appuient sur un bouton et la voiture roule. Hein. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a quand même, il y a pas de pédale, il y a pas de volant, il y a rien. C'est-à-dire que là, on n'est même plus dans une voiture telle qu'on la connaît. Voilà, ils ont enlevé vraiment le volant. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'éléments pour prendre la main, quoi. La deuxième personne qui était prête à monter à bord, là, c'était même un aveugle, je crois. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, on enlève, on n'est plus dans l'assistance. Là, on est vraiment dans le concret. C'est que on a une voiture qui est 100% autonome et qui ne nécessite plus l'intervention de l'humain entre guillemets en direct pour la rouler, quoi. C'est assez extraordinaire sur le principe. Alors Google est pas à son coup d'essai. Hein. Ils ont déjà lancé des prototypes. Là, on voit une Lexus, mais il y a également une Prius qui est en circulation en Californie. C'est la Californie comme le Nevada, ça fait partie des quelques États où le véhicule autonome est légal, en phase de test certes, mais légal, donc on peut les voir rouler sur la route, ce qui était le cas avec l'Audi A7. On était sur autoroute, hein, donc dans le flot de la circulation, certes sur une encadré par la police locale, mais vraiment dans la circulation. C'est ça qui est impressionnant, hein, Driss. Exactement, ouais, c'est vrai que la personne qui était donc ils nous ont fait une démo, hein, on s'est rendu sur l'autoroute à Las Vegas, donc au volant entre guillemets de cette Audi, et une fois que le système est enclenché, comme on voyait Nico tout à l'heure, hein, tu fais autre chose, tu ne t'occupes de rien. On nous a montré justement concrètement les applications au cas où le chauffeur a un malaise ou quoi que ce soit. Donc il y a ces caméras à l'intérieur qui nous observent, et en cas de souci, donc la voiture va s'arrêter, va se garer sur le bas-côté et envoyer un signal d'alerte aux autorités. Alors, est-ce qu'elle vous paraît crédible cette Google Car, en tout cas cette incarnation telle qu'on la voit là, en format poids yaourt, ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est plutôt un moyen de refaire parler de ce projet chez Google? Vincent, si tu veux prendre la main.
Moi, ça m'apparaît crédible, comme je le disais tout à l'heure, ou dans certaines mégalopoles, on peut penser à des grandes villes comme Tokyo ou autres, ou même Pékin qui est absolument gangréné par les bouchons. Donc c'est des voitures qui sont a priori plutôt propres, car certainement en électrique. Maintenant, là où elles seront beaucoup moins crédibles, je pense, c'est aux yeux des assureurs. Qui vont avoir beaucoup de mal à établir des contrats pour garantir les responsabilités, les dommages qui pourraient non pas être occasionnés par ces voitures, mais si jamais il y a un accident entre une voiture normale et cette voiture, il va falloir mettre des garde-fous et une législation vraiment impressionnante pour arriver à assurer ces voitures, puisque bien entendu, il faut une assurance. Donc c'est là la seule limite, même si je trouve que, encore une fois, c'est vraiment des bonnes idées dans certains cadres. C'est des voitures qui sont, je pense, une réponse à la mobilité urbaine dans quelques décennies. Driss, est-ce que tu crois pas, parce que donc Google a l'an dernier ou il y a 2 ans, la date exacte m'échappe, pris de grosses parts dans une société de ce qu'on appelle chez nous les VTC qui s'appelle Uber. Est-ce que tu crois pas que Google a des envies de faire des taxis autonomes? Des envies, ouais, peut-être, mais comme disait Vincent, il y a quand même un énorme problème législatif, c'est que cette voiture, faut plus la voir comme un prototype de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est une réalité, le futur est déjà là. En revanche, c'est impossible d'avoir ce type de voiture sur la route, tout simplement parce que en cas de souci, on peut pas reprendre le contrôle. Donc, on doit rester maître de son véhicule. Et là, c'est pas le cas. T'as pas de volant, tu as rien, donc tu es maître de rien. Ouais, mais si c'est autorisé sur un marché, je pense à la Californie. Qu'est-ce qui empêche cette voiture de tourner en France où justement on a à peu près autant de voitures qu'en Californie? Alors je pense que la réponse c'est techniquement rien. Simplement le cadre législatif effectivement aujourd'hui ne le permet pas, mais comme il ne permet pas beaucoup de choses, il va évoluer, je pense, sous la pression des constructeurs, puisqu'ils ont eux intérêt à pouvoir offrir ce genre de service dans un avenir plus ou moins proche, mais ça fait partie du lot. Alors on me signale que on a perdu Nicolas, mais on va le retrouver. J'arrive. Voilà. Non, voilà. Voilà. Oui, donc oui, Nicolas, je rebondissais sur ce que tu disais sur le cadre législatif. Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'en tant que journaliste, qu'est-ce qui va nous rester à essayer si ces choses-là se généralisent, hein? Les sièges, le confort. Oui, et puis toujours dire aux gens, il faut se rappeler aussi les premières assistances à la conduite. On parlait du régulateur, on sait qu'il y a eu de nombreuses histoires de régulateurs qui se sont retrouvés bloqués, avec des rappels faits par les constructeurs, etc. Je pense aussi que le consommateur, avant de réellement s'embarquer dessus, va quand même avoir besoin d'être rassuré, de voir le produit fonctionner pendant quelques années. On l'a d'ailleurs l'exemple avec le véhicule électrique, tout simplement, celui qu'on conduit encore en vrai, que beaucoup de constructeurs nous annonçaient comme une réalité immédiate, et on se rend compte que le véhicule électrique, le consommateur n'est pas encore forcément prêt à passer dessus. Pas que pour la raison de la technologie électrique, bien sûr, mais il faudra encore une fois s'assurer, valider, rassurer les consommateurs, je pense, avant que... C'est ce que disait Nicolas, on a un espèce d'instinct de survie. Donc monter dans une voiture qui va tout faire pour toi, c'est comme si on te disait de prendre un avion qui n'aurait pas de pilote, t'as un drone. On peut imaginer que la technologie militaire nous amène bientôt un Airbus sans pilote. Est-ce que tu oseras prendre l'avion comme si tu avais un vrai pilote? Alors écoute, ce que tu dis est intéressant. Il y avait une émission sur, je sais plus, je crois peut-être sur France 5 il y a quelques jours là-dessus, où effectivement des chercheurs sont en train de voir comment on peut pas déléguer le contrôle aérien aux ordinateurs, et même carrément envisager des avions sans pilote d'ici 2 ou 3 décennies, sachant que effectivement techniquement c'est réalisable, et 2 la fiabilité de la chose, si elle est avérée, permettrait de raccourcir les temps d'atterrissage de tous les avions, les temps de décollage, et donc d'augmenter le trafic sans pour autant construire de nouvelles infrastructures. Et finalement on rejoint un petit peu la problématique du trafic automobile, où on sait qu'un flot régulier permet de faire passer plus de voitures qu'un flot haché.
Donc, il y a quand même une application, enfin je te coupe Alex, mais il y a quand même une application quotidienne que connaissent bien les Parisiens et même dans d'autres villes. On trouve ça, le métro. Il y a plein de métros où il n'y a pas de conducteur de métro. Ça tourne depuis très très longtemps maintenant. Ça fait quelques décennies pour certaines lignes et ça se passe plutôt bien. Alors évidemment c'est sur des rails, mais je vous cache pas qu'un métro, une fois que c'est lancé, il faut l'arrêter. Ça représente des dangers aussi, et ça fonctionne visiblement très très bien. Il n'y a jamais eu apparemment d'accident grave dans ce domaine-là, et c'est entièrement automatisé effectivement. C'est le cas du Val par exemple. Absolument. Qu'est-ce qu'on dit donc ça arrivera mais pas tout de suite. Pour conclure sur le sujet, Vincent, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a une vraie barrière outre l'aspect psychologique pour le conducteur. La vraie barrière c'est législatif, et la question c'est de savoir si le lobbying des constructeurs arrivera à être plus puissant que celui des assureurs. Bien, on va passer au sujet suivant. Je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Alors Vincent, je m'adresse à toi parce que quand on a préparé l'émission, je t'ai demandé si tu avais envie de parler d'un produit que tu avais essayé récemment, et tu m'as lancé sur le scooter électrique BMW, le C-Evolution, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une nouveauté que BMW nous a présentée ces derniers jours et qui introduit le scooter électrique de manière, on va dire, concrète. Il y avait déjà un précédent avec le scooter Vectrix, qui était un scooter américain qui était assez bien connu des Parisiens d'ailleurs. Mais bon, cette fois-ci, BMW arrive avec quelque chose de beaucoup plus concret. Et une approche originale sur la commercialisation dont tu m'as parlé ? Oui, alors parce que forcément en tant que journaliste on avait quand même quelques questions pour BMW, à savoir la durée de vie des batteries, le remplacement, combien ça coûte, etc. Et BMW a été très transparent dans l'idée. C'était un petit peu surprenant en nous disant écoutez, il est vrai qu'encore aujourd'hui on peut avoir quelques doutes sur ces batteries, elles vont aussi évoluer très très vite, ça BMW ne s'en cache pas avec son partenaire, et donc ils disent on peut acheter le scooter bien entendu à un petit peu plus de 15 000 €. Mais encore une fois, ils disent que c'est plus judicieux selon eux de prendre une offre de location sur 3 ans et de voir dans 3 ans les progrès qui auront été faits par cette batterie pour ne pas risquer d'avoir un scooter qui sera finalement dépassé. Parce que c'est ce qu'ils disent, on va investir 15 000 €. Là, le scooter, il a une autonomie d'à peu près 120 km. Et si dans 3 ans, ils proposent une nouveauté au même prix avec une autonomie de 250 km, ils expliquent à l'acheteur qu'il risque de se retrouver avec quelque chose d'assez désuet, finalement, un peu comme on connaît dans la téléphonie mobile. Et je trouvais que ça assez pertinent et un vrai gage, en tout cas, de transparence et de qualité pour le client. Quand tu dis louer, c'est louer la batterie ou louer le scooter ? C'est louer l'ensemble du scooter. C'est une offre de LOA sans apport, qui se situe de mémoire à 249 € par mois. C'est-à-dire que le client vient et finalement fait un contrat de location longue durée avec l'assurance que son scooter, de toute façon, au bout de 3 ans, soit il lui est repris, soit lui, au bout de 3 ans, il décide de lever la fin de l'option d'achat parce que finalement, la technologie a peu évolué et que son scooter fonctionne toujours. Donc ça inclut l'assurance, ça inclut l'entretien, les batteries, mais on s'engage sur 3 ans. Voilà, effectivement. D'accord. Et alors le scooter en lui-même, parce que là on a parlé un petit peu de l'offre, il t'a paru crédible quand tu l'as conduit? C'est dynamique. Alors on sait que les avantages de l'électrique, c'est d'avoir beaucoup de couples tout le temps. On a ça? Ah, ça marche très très fort là-dessus. Driss, je pense qu'il connaît très bien les gros scooters, les T-Max par exemple. Faut savoir que le C-Evolution sur un 0 à 50 km/h, il est même plus rapide que les maxi scooters thermiques. Après, en termes de poids, 2 secondes 7, 0 à 50. 2 secondes 7, tout à fait. Si j'ai bien lu la fiche technique. Sur le 0,50, donc ça gaze, comme on dit dans le milieu de la moto, vraiment très fort. Sauf qu'il n'y a pas de gaz. Sauf qu'il n'y a pas de gaz, on a quand même la rotation de la poignée, donc ça rappelle les motos. Et puis aussi une idée dans la conception, parce qu'un maxi scooter c'est quand même assez lourd, on a des poids qui varient entre 235 et 260 kg, et celui-ci finalement avec tout son pack de batterie, il pèse 265 kg, donc il est vraiment très très proche dans l'idée d'un scooter traditionnel. Au niveau du dynamisme, alors 267 kilos, c'est agile, c'est pas tôt, qu'est-ce que tu as ressenti toi? On sent qu'on a effectivement un petit peu de poids entre les jambes, puisque faut savoir que le bloc de batterie avec le moteur à l'arrière constitue le cadre en fait du scooter. C'est ce qu'on appelle un moteur porteur sur lequel est directement assemblé après la suspension arrière, la boucle de cadre ou bien le train avant.
Mais malgré tout, c'est placé très bas. BMW a fait l'effort de le mettre au plus près du sol. Donc on a un centre de gravité qui est quand même assez bas, qui est bien équilibré. Et c'est certes un petit peu moins, on va dire, performant qu'un T-Max peut-être, mais maintenant pour un usage en ville, ça suffit quand même assez largement. À propos d'un usage en ville, tiens, l'avantage quand même de ces gros scooters ou de scooters en général, c'est tout ce qui est le rangement. Et là, les batteries ne prennent pas de place. On peut toujours ranger un casque sous la selle ou ce genre de choses, ou il n'y a plus de place du tout? Alors il reste de la place. Le coffre permet de contenir on va dire un casque jet, un casque modulable dans lequel on va pouvoir éventuellement, y compris fourrer une combinaison anti-pluie. Après sur un casque intégral, c'est un petit peu plus dur. Il faut voir le volume du casque intégral, mais si on a un casque assez évolué avec des ailerons maintenant comme on peut avoir, etc. Là la selle ne ferme plus. Mais il conserve quand même encore un aspect pratique. Par exemple, je vois ta question, c'est sur le scooter Honda Integra, qui lui, à l'inverse, n'a pas du tout de coffre, et c'est vrai que c'est un problème pour les scooteristes. Tu as parlé d'une autonomie de 100 ou 120 km. En conditions réelles, tu la confirmes? Tu as pu vider la batterie ou on en est loin? Alors, nous, on a tenu à faire un vrai test. BMW proposait une boucle d'essai dans les Yvelines, ça nous intéressait pas trop. Je pense que c'est un engin qui va parler aux commuters, hein, ces gens qui habitent en proche banlieue et qui se rendent dans les centres-villes. Donc on est parti de Montigny-le-Bretonneux pour aller jusqu'à Paris-Centre, directement sur les quais de la Tour Eiffel. Et on n'a vraiment pas cherché à économiser le scooter. Sur autoroute, on a roulé à 120 km/h, qui est sa vitesse maxi. Après, bien entendu, quand on est rentré sur Paris, périph' à 70, centre-ville à 50, etc. Et les 100 km, ils sont là. Le scooter, il a un vrai système qui permet de recharger les batteries en roulant. C'est-à-dire que quand on coupe les gaz, eh bien, on va même pas toucher au frein pour s'arrêter à un feu rouge. Le scooter va s'arrêter tout seul, tellement la récupération d'énergie au freinage travaille. Donc on peut recharger 100 km, ils sont là, 120 km en faisant des efforts, en adoptant vraiment une éco-conduite. Et puis surtout, il y a 4 modes de conduite sur le scooter. J'allais y venir, parle-nous-en un peu. Donc j'imagine qu'il y a un mode éco et un mode un peu dynamique, mais les deux autres, c'est quoi? Alors tu as un mode Eco Pro qui est vraiment qui va couper la force du scooter, c'est-à-dire qu'il va accélérer mais beaucoup moins fort. Ce qui permet bien entendu de tenir la batterie un peu plus longtemps. Par contre, on a toujours la même vitesse max de 120 km/h et une récupération d'énergie au freinage. Après, tu as un mode Sail qui est un mode en fait finalement qui est le moins électrique possible. On a un scooter qui accélère, mais quand tu coupes les gaz, tu as presque plus de frein moteur. Tu vas récupérer les freins comme un scooter traditionnel. Après, tu as un mode dynamique, bizarrement, qui est celui qu'on adoptera le plus facilement parce qu'il va avoir non seulement les meilleures performances, on va dire quasiment du scooter, et puis il va proposer aussi le système de rechargement le plus intéressant. Et enfin, le quatrième mode normal qui est un peu à mi-chemin, mais honnêtement qui sert pas à grand-chose. Le temps de charge de cet engin? Alors sur une prise française en 10 ampères, il faut compter 4h30 à 5h. Après, sur une prise de rechargement rapide, comme on peut avoir les voitures électriques en libre service dans Paris, en moins de 30 minutes, tu récupères quasiment 80-90% de ta charge complète. Justement, on peut se garer sur les emplacements des voitures électriques de Paris? Absolument. À partir du moment où tu as une carte... alors, sur les voitures électriques spécifiques de Paris, oui. Après, sur les Autolib également, il faut juste disposer de la carte Autolib qui permet de recharger son véhicule électrique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant qu'on ne sait pas forcément, c'est que sur alors c'est des bornes spécifiques sur lesquelles on peut recharger les véhicules les véhicules tiers qui ne sont pas Autolib. Toutes les bornes ne le permettent pas. Et ces bornes-là, en général, ont donc une prise supplémentaire dans la borne qui permet, même si une Autolib est garée, de brancher son scooter en étant garé à proximité de la borne sur le trottoir. Ouais. Bon, là, on peut même aller un peu plus loin parce qu'on se souvient de l'histoire un petit peu d'espionnage industriel entre BMW et Bolloré. Et finalement, là, tu prends la prise d'une Bolloré, tu la mets sur le scooter, ça marche. Oui, mais effectivement, c'est un petit hacking, mais on peut le faire avec n'importe quel véhicule, mais alors, au risque de se le faire enlever quand même. Ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers qui sont plus surveillés que d'autres pour ça, mais au risque de se faire enlever.
Driss, tu voulais poser une question? Moi j'insiste encore avec les espaces de rangement, mais quand je pars le matin de chez moi justement, je suis le commuteur type, je pars de banlieue, j'arrive à Paris, il faut avoir comment ça se passe au niveau du câble? Je le mets dans le coffre également, ou il y a un espace prévu à cet effet? Le câble, tu le mets soit effectivement dans le coffre, soit il y a un énorme vide-poche à l'avant, vraiment impressionnant. Tu peux rentrer tout ton avant-bras dedans, dans lequel tu peux aussi loger, on va dire, ce câble si tu veux gagner de la place. Le câble est pas très encombrant, c'est une prise un petit peu comme on les connaît maintenant sur les véhicules électriques, avec quelques mètres de fil, et ça permet de l'emporter un peu partout avec soi. Il y a également, ce qu'il faut savoir, un système anti-vol sur ce câble, c'est-à-dire que quand on va le brancher, on tourne un petit système qui évite que quelqu'un vienne débrancher ton scooter et embarque ton câble n'importe où. Alors, je sais pas si c'est moi ou si on a un problème de son. Il y a une question que je me pose, moi, qui est toute simple, Vincent, si tu m'entends toujours. C'est, est-ce qu'il faut un permis pour conduire ce scooter? Alors non, je veux dire non, t'as pas besoin de permis. Je me comprends dans le sens où t'as pas forcément besoin d'avoir un permis moto. Un Yamaha T-Max qui fait un peu plus de 500 cm3, il faut avoir un permis moto spécifique. Là, ce qu'il faut savoir sur scooter électrique, c'est que on peut le conduire avec un permis auto, un permis B, sur lequel tu auras validé une formation de 7 heures, la même que pour conduire un scooter 125. Donc c'est aussi un petit peu l'attrait ou l'intérêt de ce scooter, c'est que quasi tout le monde peut le conduire. La validation de 7 heures, on peut l'avoir très très facilement, donc ça, c'est pas un souci. Et ça équivaut à quoi en termes de cylindrée? Parce qu'on n'a pas parlé du moteur. Alors en puissance, ça équivaut à 47,5 chevaux. Ils n'ont pas fourni une équivalence de cylindrée particulière. On a la puissance de 47 chevaux. Ouais, moi, ce que j'ai lu dans la doc, c'est qu'ils avançaient en gros des reprises équivalentes à un 600 cm3 thermique, voire au-delà. On a parlé de l'accélération, effectivement, 2 secondes 7 du 0 à 50, 6 secondes 2 de 0 à 100, si je dis pas de bêtises. Alors c'est peut-être là pour le coup moins qu'une moto puissante, Driss. Je suis pas motard, vous le savez. Mais ça pousse quand même bien. Mais ça pousse bien, ouais. Surtout, faudra garder le contrôle quand même avec ce type. Il y a tous les systèmes d'aide à la conduite dont on n'a pas parlé. Il y a un traction control qui évite les pertes d'adhérence, c'est-à-dire que tu réaccélères sur une ligne blanche qui est éventuellement mouillée ou sur une plaque d'égout. Si ta roue patine, eh bien le système va tout de suite arriver pour contrôler le patinage et brider l'accélération. Et après, ils ont bien entendu pensé aussi à mettre l'ABS. Donc c'est vraiment dans l'idée facile de prise en main. Ce qui justifie aussi en partie son prix, parce que 15 000 € pour un équivalent 600, c'est quand même pas donné. Donc pour le coup, c'est vrai qu'on en a c'est 3-4 000 € plus cher qu'un thermique. Après, BMW avance traditionnellement, comme tous les constructeurs le font, que ce soit sur les voitures ou les motos électriques, le fait que sur 3 ans et 21 000 km, ils ont étudié qu'entre l'entretien et l'essence, tu économises à peu près 3 000 €. Donc on s'y retrouve plutôt bien. Et ce qui est vraiment dommage sur ce véhicule électrique, c'est qu'on n'a pas de bonus. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, le bonus qu'on peut avoir pour une voiture, on l'a pas sur le scooter. Il est de zéro. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que les représentants des différents gouvernements n'ont pas compris. C'est qu'un scooter électrique, ça peut être aussi bien une réponse. On en parle toujours des problèmes de circulation dans les centres urbains. Ils ont tout mis sur la voiture électrique qui peut avoir vraiment des très, très grosses primes qui peuvent dépasser les 6 000 €. Et là, sur le scooter électrique, eh bien, le client, il a zéro, à part une aide de la ville. De mémoire, la mairie de Paris, c'est 250 ou 300 €. Il y a quelques villes en France comme ça. Strasbourg aussi, Nicolas, je crois, fait des aides sur le véhicule électrique. Alors Strasbourg, je crois que c'était sur l'Alsace et ça concernait sur l'Alsace et ça concernait en fait alors c'était, je crois que c'était les 1000 premiers et ils offraient 5 000 € de plus. Voilà, il y avait au total en fait, c'est d'ailleurs pas étonnant de voir qu'à Strasbourg il y a beaucoup de Zoé qui tournent parce que la personne qui achète une Zoé se retrouve avec 10 000 € voilà de remise, qui est quand même assez important. Ouais, là on arrive sur effectivement quelque chose de financièrement intéressant. Tu serais prêt toi, Nicolas, à rouler en scooter électrique, toi qui roules en voiture? Ouais. Moi j'ai roulé en scooter à une autre époque, on va dire. Il faudrait que je passe d'ailleurs mon permis moto. Je le dis souvent à Driss, ça c'est un autre problème. Mais non, j'aime beaucoup le scooter, sur le principe, et le principe même d'avoir un
un scooter électrique, c'est pour moi, je rejoins Vincent là-dessus, c'est la réponse en zone urbaine, quoi. On pollue pas, on se faufile, c'est hyper pratique, c'est vraiment l'idéal, quoi, dans l'idée. Bien, puisque je suis avec toi, Nicolas, tu vas garder la main. On va aborder un autre véhicule, alors qui est pas complètement nouveau, mais il va nous servir un petit peu de prétexte. C'est le Fiat 500 L-Trekking que tu as essayé dernièrement. Oui, en fait, c'est la semaine dernière, 7 jours exactement. J'ai eu l'occasion d'essayer cette voiture un petit peu tardivement, mais je faisais une sorte de petit achat pour M6, donc comparer cette voiture avec d'autres concurrentes. Et je dois reconnaître que j'étais assez pas forcément, enfin je suis pas tombé amoureux de la voiture, hein. On est plus du tout sur une Fiat 500, hein. C'est une 500L, donc c'est beaucoup plus gros. On a un look très monospace, ça ressemble plus du tout au côté urbaine de la 500. C'est le cas de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez de plus, c'est familial, on a plus de place effectivement, c'est pas trop mal pensé, mais bon, c'est moins fun. Voilà, alors là c'est vrai que la couleur, j'avais cette couleur là d'ailleurs. Elle a pas mal de pêche, ça se voit, on peut pas la louper. La version trekking pour le coup, qui tire un peu vers le crossover, est un peu plus, ça donne un côté un peu plus baroudeur, plus ouvert vers les loisirs. C'est pas un 4x4 pour autant, hein, que les choses soient claires. Alors voilà, c'était déjà la première question que je voulais te poser, c'est trekking, mais c'est pas 4x4. Non, c'est pas 4x4. Alors il y a un système de répartition sur l'essieu avant quand même qui peut être intéressant. C'est-à-dire que quand on perd de l'adhérence ou du moins du couple, de l'adhérence justement sur la motricité sur une roue, c'est réparti, le couple est renvoyé sur l'autre roue, sur la roue d'en face. Ça peut aider dans certains cas, mais bon, c'est vraiment pas fait pour les barouder et c'est pas un range, c'est pas une Jeep, hein, on est bien d'accord. C'est surtout un look, en fait. On est sur un segment où on veut aller chercher un petit peu Renault, un petit peu Peugeot avec les 2008 ou les Capture et notamment justement les Nissan Juke aussi. Et donc on essaye de faire un look un petit peu différent qui est pas donné, hein. On est à un peu plus de 4 000 € quand même le style trekking, ça fait un peu cher, hein, pour avoir la customisation. Enfin bref, pour moi, elle apporte pas grand chose de plus. Elle est un peu plus chère qu'une Capture, alors qu'elle est pas plus pratique qu'une Capture, justement. Mais est-ce que juste ce côté, donc on va dire que c'est un kit carrosserie, hein, on peut résumer ça à ça. Pas seulement quand même. J'avais des infos. Moi, je l'ai essayé il y a un an pratiquement, je crois, et on nous précisait qu'elle était quand même plus élevée de 10% par rapport à la version standard. Elle fait 1,3 155 mm. C'est un peu plus d'un centimètre. Alors c'est vrai qu'ils ont revu un tout petit peu la suspension, je suis d'accord. Donc on est à quelque chose d'un petit peu moins raide qu'une 500L. Une voiture qui est un petit peu plus confortable. Ça d'ailleurs je le dis dans le sujet, la voiture est plus confortable. Elle prend un tout petit peu plus de roulis aussi du coup, hein. Mais bon, je trouve que je trouve la Capture un peu plus homogène et plus polyvalente dans l'absolu, plus confortable aussi. On a quelque chose de plus incisif et surtout je trouve le moteur extrêmement bruyant sur cette 500L. J'ai l'impression d'avoir sur les genoux, c'est assez rare, hein, pour le coup, hein, pour que je le dise. C'est que là on avait vraiment, on entendait le turbo, le moindre mouvement mécanique, on l'entendait vraiment dans l'habitacle, ce qui était assez étonnant pour ce type de voiture aujourd'hui, quoi. Et est-ce que tu penses pas que cette finition, ce kit carrosserie, cette évolution, c'est pas un petit peu ce qui manquait, on va dire, à la 500L, c'est-à-dire qui est un peu une Fiat 500 à l'échelle 1,5, hein, mais et donc ou une mini à l'échelle 1,2, ça va, c'est pas trop. Là, elle a quand même un style qui lui est propre, c'est un peu plus, non? Moi, je m'attendais. En fait, moi, ce que je pense qu'on est plusieurs à souhaiter la chose. On a envie de voir des nouveaux modèles arriver chez Fiat. Et quand on prend justement Mini, où on a justement une Mini d'un côté, on a fait une Clubman, qui est un peu la version un peu monospace. Puis derrière, on a fait la Countryman, qui est différente de la Clubman, qui a un look beaucoup plus baroudeur, qui est une voiture vraiment finie. Là, chez Fiat, on essaye de pas dépenser trop de sous, en rajoutant, donc en faisant justement un kit carrosserie spécifique, en revoyant effectivement la suspension, mais on va pas vraiment beaucoup plus loin. On crée pas un réel nouveau modèle, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors je comprends que en ce moment on cherche un petit peu les sous dans le groupe, mais justement ça manque un petit peu, et ça je pense qu'on va en parler un peu. Fiat, en termes de nouveautés en ce moment, c'est un petit peu calme, et ce serait bien que pour relancer un petit peu les ventes, qu'on vende autre chose que de la 500 urbaine entre guillemets, quoi. Vincent, t'en penses quoi, toi, de ce que vient de dire Nicolas? Un tout petit peu l'avis de Nico en étant aussi
un petit peu différent dans le sens où c'est vrai qu'on a l'impression qu'actuellement ces énièmes versions de Fiat 500, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt déserte, dans le sens où il n'y a plus de nouveautés chez Fiat à part sur la 500. Après ce 500L Trekking, je trouve qu'il a une bonne bouille. C'est quand même plus intéressant et plus valorisant, par exemple, qu'un C3 Picasso, où on peut se souvenir aussi d'un Renault Modus, même si c'est plus tout à fait les mêmes véhicules. Après, c'est vrai que ce que dit Nico est tout à fait pertinent, dans le sens où c'est très cher, très très cher. C'est trop cher pour ce que c'est. On est à plus de 20 000 euros. Hein. On est à 19 900 prix de base. Et prix moi, d'entrée, c'est ça. Avec un essence 95 chevaux, on est à presque 20 000 euros, c'est ça. Un Capture, c'est quand même moins cher. Ça coûte moins cher, c'est mieux motorisé, et puis tu as tout de suite le look baroudeur que là, t'as pas. Ah ouais. C'est ça, c'est ce qui est dommage. Alors qu'ils savent le faire sur le principe, mais là on est quand même un peu haut en termes de tarifs. Et on le voit, de toute façon, on le voit au niveau des ventes, des captures. Bon, on est en France, heureusement, on en voit rouler un petit peu, mais je veux dire, voilà, on sent qu'il y a un réel succès sur ce type de produit en ce moment, et le Renault en particulier. Et d'ailleurs, alors effectivement, le Capture se vend bien. Il était leader du segment apparemment, puisque je crois qu'il a été détrôné ce mois-ci par le 2008 Peugeot. Les chiffres sont tombés. C'est la grosse guerre. C'est la grosse guerre. Quasiment en même temps. Mais moi, je suis à titre personnel, je suis assez surpris, pour dire les choses de manière sobre, par le succès alors notamment du Capture, parce que pour le coup c'est pas ma tasse de thé en termes de style. Et très honnêtement, là je me suis vraiment trompé. Je pensais pas qu'ils se vendraient aussi bien. Voilà. Nico, je te sens inquiet par rapport à Fiat. Moi j'aimerais pas être concessionnaire Fiat en ce moment, pour tout vous dire, parce que les concessionnaires Fiat, on sent bien ils vendent une voiture aujourd'hui, c'est la 500. Alors, ils vendent un peu de 500L évidemment, mais on reste quand même sur une voiture à 13 000 euros. Un vendeur gagne 1% sur le prix de la voiture, sur le chiffre d'affaires qu'il fait sur la voiture. Donc les vendeurs gagnent moins leur vie, les concessionnaires margent moins parce que c'est des petits produits, c'est pas des grosses marges sur ces voitures-là. Le constructeur aussi, finalement, gagne moins d'argent que s'il vend effectivement une voiture à 30 ou 40 000. Donc, et moi, je sais pas, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que l'un d'entre vous sait, parce que vous êtes dans le milieu comme moi, cher frère, lequel d'entre vous a une petite idée de ce qui va sortir dans les 3 ans à venir dans le groupe Fiat? Je parle d'Alfa Romeo, je parle même plus de Lancia parce qu'ils vont disparaître, ils sont en train de disparaître, mais même Fiat, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Qu'est-ce qui nous attend? Parce que pour l'instant, la Fiat 500, elle arrive en fin de vie dans quelques semaines, le 5 juillet. Ça fera 7 ans qu'elle est sur le marché. C'est un cycle de vie complet. Il n'y a pas de nouveauté annoncée sur la 500, puis il n'y en a pas ailleurs. Donc en tout cas, moi, j'en vois pas. Il y avait un projet entre Mazda et Alfa Romeo qui est toujours, mais qui a été un petit peu revu de faire un roadster sur la base du MX-5 pour offrir un roadster d'entrée de gamme à Alfa Romeo. Et alors je me suis laissé dire il y a quelques semaines que finalement à Turin, du côté de Turin, on avait fini par se dire après voire 2-3 ans, parce que ça fait 2-3 ans qu'on parlait de ça, que une Alfa Romeo fabriquée à Hiroshima, c'était sans doute pas terrible. Et alors du coup, ce serait Fiat qui récupérerait le bébé. Vincent, t'as entendu parler de ça? Oui, alors c'est très confus, mais j'ai envie de dire que c'est à l'image du président du groupe, Sergio Marchionne, qui depuis 3-4 ans nous annonce tous les ans des plans de relance. Ce roadster arrivera pas finalement. Bon, Mazda va le faire, ce roadster, de toute façon. Mazda va le faire, c'est certain. C'est le futur de la MX-5. Maintenant, qu'est-ce que va faire le groupe italien? C'est une grande question. Début mai, Sergio Marchionne a annoncé, je crois, c'est son 3e ou 4e plan de relance, où cette fois, il a, comme dit Nico, totalement occulté Fiat, puisqu'il a tout misé, c'est 5 milliards d'euros sur 3 ou 4 ans, donc d'ici 2018, ça doit porter ses fruits. Actuellement, Alfa Romeo vend un peu plus de 70 000 véhicules. Il veut qu'en 2018, la marque vende 400 000 voitures, y compris aux États-Unis. Maintenant, il va falloir produire des voitures parce qu'actuellement, il n'y a rien. Et des nouvelles, surtout. Des nouveautés, oui, parce que avec des bureaux d'études, moi j'ai des. Alors, excuse-moi, Vincent, mais moi j'ai des échos qui viennent un peu partout, chez certains constructeurs, certains professionnels du milieu, qui me disent que ne serait-ce qu'en recherche et développement, il se passe rien en ce moment, et que les gens ont tendance justement à déserter les bureaux et à quitter le navire. Donc c'est un petit peu inquiétant, ouais. C'est pas avec un roadster qui, au mieux en France, doit représenter les 500 voitures par an,
vont s'en sortir. Voilà, c'est pas même si ça fait rêver, on n'y est pas du tout, quoi. C'est un peu embêtant, quoi. Non, il faut des produits comme il y avait eu la 147, la 156, la 159, qui sont des produits qui s'étaient quand même assez bien vendus chez nous, puisqu'on en voit quand même encore aujourd'hui. On se balade 1 heure en voiture, on voit forcément une Alfa Romeo. D'ailleurs, c'est un très très grand paradoxe parce que jamais, peut-être ces voitures italiennes, on peut parler de Lancia, on peut parler d'Alfa Romeo, on peut parler aussi de certaines Fiat, n'ont atteint des cotes aussi impressionnantes sur les véhicules de collection. Ça, c'est un fait. L'amour de ces marques est toujours là. Et en modèle neuf, il se passe rien. Il se passe rien parce que Sergio Marchionne a décidé de rien faire. Il s'est concentré sur les États-Unis avec Chrysler, qui a certes été une bonne chose parce qu'aujourd'hui, si Fiat est toujours vivant, c'est peut-être grâce au groupe Chrysler qui apporte énormément de bénéfices après la crise américaine dans les comptes de la société. Et d'ailleurs, il veut doubler le nombre de Jeep d'ici à 2018 également. Jeep est à peu près, je crois, 700-800 000 ventes. Et il a annoncé qu'il voulait être à 1 800 000 ventes de Jeep pour 2018. Mais donc, Jeep a un plan produit, sort des choses qui sont crédibles, on a vu des choses à Genève, et des choses qui sortent maintenant. La Renegade. La Renegade, bien sûr, on en a parlé. Je pense que ça peut être un gros truc. C'était un gros coup de cœur pour beaucoup de confrères, le Renegade, le Cherokee qui sort. Le souci, c'est que quand tu t'appelles le groupe Fiat, et on va dire que tu avais 4 marques aujourd'hui avec Lancia, Alfa Romeo, Fiat et la marque américaine Chrysler ou Jeep, mais que tu as laissé tout ça s'endormir pendant une décennie, au moins, je pense qu'on est d'accord, ça fait plus de 10 ans que tout ça dort, eh bien tu rattrapes pas ton retard. Volkswagen a toujours travaillé, Skoda, Seat, Volkswagen ou Audi de la même façon, en alimentant, en sortant des choses, en créant des produits. Là, le souci, c'est que ils se sont arrêtés à la 159 chez Alfa Romeo. Chez Fiat, j'ai même pas souvenir de quelle était la dernière Fiat avant la 500. Et voilà, la marque elle s'est enterrée toute seule, à rien faire. Nicolas, oui, moi je rejoins complètement l'idée. Moi, très honnêtement, enfin voilà, je suis pas, j'imagine pas une seconde moi je connais des concessionnaires Fiat, des distributeurs. Je pense qu'ils tirent la langue en ce moment sur ces marques-là parce que c'est très difficile de faire comprendre aux clients que y a rien de nouveau, il y a rien qui sort et que finalement même la voiture à peu près pimpante de la bande, en l'occurrence la 500, elle commence à vieillir parce qu'il y a d'autres produits qui sortent et que finalement une 500 c'est peut-être joli mais ça braque pas aussi bien qu'une autre voiture plus récente et ça va se ressentir de plus en plus, je pense. C'est vrai que la 500, comme tu dis, a toujours une bonne cote, même en occasion. Auprès d'une clientèle urbaine, ça reste la petite voiture que les gens aiment bien, même si elle est vieille. Mais sa concurrente, elle évolue. Mais voilà, la concurrence évolue. On parlait du marché américain. Alors, j'ai pas du tout les chiffres de la Fiat 500 sur le marché américain. C'est forcément en croissance parce que c'est encore assez récent. Mais oui, Nico ? Ouais, et puis alors il y a un truc qui est assez marrant, c'est que Marchionne a dit un truc récemment, c'est qu'il commence à vendre une version électrique de la 500 aux États-Unis, je crois. Oui. Non, n'achetez surtout pas. Mais oui, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'un patron de boîte qui lance une voiture électrique sur un marché comme les États-Unis, en l'occurrence, qui est quand même pas un petit marché, qui est très friand de ce type de véhicule, il annonce qu'il perd de l'argent, donc évitez de l'acheter. Enfin, c'est un non-sens quoi quand on entend ça. Faut expliquer un petit peu, remettre dans le contexte cette sortie de Marchionne sur la 500 électrique, c'est-à-dire que la législation impose, et d'ailleurs c'est pareil en Europe, que les flottes vendues par les constructeurs respectent un certain grammage de CO2. On va résumer ça à ça, et que donc effectivement les constructeurs qui ont des véhicules électriques dans leur gamme sont favorisés, enfin en tout cas ont besoin de moins faire d'efforts sur d'autres véhicules, d'où cette Fiat 500 électrique, dont d'ailleurs on entend parler déjà depuis 3-4 ans, et dont Fiat disait, je me souviens, il y a quelques années, on sait la faire, mais à 35 000 €, on sait qu'on n'en vendra pas, donc ça sert à rien qu'on la vende. Là, ils la sortent, mais avec effectivement la demande express de surtout pas l'acheter pour éviter à Fiat de perdre de l'argent. On a l'impression de voir des constructeurs français des années 80 avec cette blague qui disait tenez, je vous fais une R5 à prix coûtant, et de répondre non, j'ai pas d'argent sur moi pour voilà. C'est ça. Donc c'est terrible. Mais je pense que c'est pas, en tout cas, c'est bien pour Jeep et Chrysler. Je
je suis tout à fait convaincu que le plan produit sur ces deux marques peut être intéressant et on le voit déjà, ça, on progresse vraiment au niveau des chiffres. Par contre, c'est vrai que là, on est en Europe et on est une marque qui est quand même qu'on aime tous un petit peu quand même. Fiat en l'occurrence et les marques qui gravitent autour, qui sont à voir là comme ça, on a l'impression qu'elles vont disparaître. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Donc on s'inquiète en espérant que les choses aillent mieux. Pour finir l'émission, je vous propose de rêver autour d'un concept qui a été présenté au concours d'élégance de la Villa d'Este, et c'est la mini Superleggera Vision. Est-ce qu'on peut tout de suite voir les images peut-être? Voilà, c'est un concept de mini, donc conçu par le carrossier italien à qui on devait l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, la disco volante chez Alfa Romeo, enfin qui depuis a obtenu son badge Alfa Romeo. On est dans l'alliance de l'Italie et de l'Angleterre. Là, Vincent, je ne sais pas si tu veux réagir, mais moi, alors sincèrement, autant les déclinaisons de la mini classique en dehors de la deux portes et du cabriolet, je les trouve pas terribles, autant ça, je trouve ça super beau. Ouais, c'est magnifique. Ah bah là tu tombes bien parce que c'est ce que j'ai mis dans mon papier quand on a traité cette Touring Superleggera version Mini, où je disais que c'était enfin quelque chose de nouveau chez Mini, quelqu'un qui a osé révolutionner le style Mini autant sur la face avant, où ils ont totalement réécrit les codes esthétiques de la marque. Ça, c'était vraiment intéressant de voir cette voiture qui est effectivement en plus divinement belle, où on a cette espèce d'aileron à l'arrière façon Jaguar Type D. Enfin, il y a plein de clins d'œil. Le poste de conduite qui est épuré au maximum, et on retrouve aussi vraiment quelque chose de très très joli. Donc non, c'est un beau travail, comme aujourd'hui seules peut-être les officines italiennes savent le faire pour ces grandes occasions. C'est ça hein, qui est paradoxal. On parlait de Fiat à l'instant. Ils ont du talent, ils savent faire des choses, et il est gâché par peut-être un manque d'ambition de certains. Ouais, Nicolas. C'est une belle leçon de design cette mini là, justement. Je trouve que ne serait-ce que alors moi je pense un petit peu au Porsche des années 50-60, mais bon, ça c'est là je sors un peu du débat, je m'éloigne un peu, mais pour en revenir à l'intérieur, on est sur quelque chose effectivement très épuré, et c'est une belle leçon par rapport à la Mini 3 qui vient de sortir. Là, je trouve qu'il fait un peu Vegas avec toutes ces couleurs, ces machins, ces diodes, ouais. et ces boutons partout. Là, on est sur quelque chose de vraiment pur, de vraiment très élevé. Moi, je trouve qu'on retrouve à 55 ans d'écart le concept de design minimaliste de ce qu'était la Mini, c'est-à-dire moins on en met, mieux c'est, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense que finalement ils sont un peu perdus là sur les dernières versions. Je pense à la Mini 3, la Cooper S. On est un petit peu trop sur, enfin c'est un peu chargé. Voilà, c'est cossu, c'est bien construit, mais c'est chargé quand même un petit peu. Alors malheureusement, on n'a pas de c'est qu'un concept, on n'a pas de date de commercialisation prévue, il n'y a pas de prix. Alors s'il y a une chose qui est intéressante qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une propulsion électrique. Encore, hein. Et donc on est dans l'air du temps, on va dire, mais voilà, donc un roadster classique, on ne peut plus classique, compact, et la modernité d'une propulsion. Driss, tu veux réagir là-dessus? Ouais, je trouvais qu'elle avait. Moi, c'est la première fois que je la voyais. Hein. Je trouve qu'elle a des faux airs de Bentley aussi. On est dans le mariage de l'Italie et de l'Angleterre, donc du design et de l'élégance. Vincent, je sais pas si tu veux. T'as un mot de conclusion sur cette voiture que moi j'espère vraiment voir arriver un jour. Alors, je veux te dire, c'est pas impossible, parce que on sait que BMW actuellement, à chaque fois qu'ils présentent quelque chose à la Villa d'Este, c'est jamais gratuit. Il y a eu le Z4 Zagato qui avait inauguré quand même un peu le restylage de la Z4. L'année dernière, ils avaient présenté une moto, parce qu'il faut savoir également que le groupe BMW au concours d'élégance présente des motos, qui a été produite telle quelle. Moi, je suis un petit peu comme toi, Alex. Je dirais pas que cette voiture, on ne la verra jamais. Il y a des choses qui sont pas gratuites, comme on voit les feux arrière qui font le drapeau, le Union Jack, ou la face avant sur le restylage. Je pense qu'on verra des choses de cette voiture. Eh bien, messieurs, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce 19e numéro du Garage. Donc Nicolas Hédet à Strasbourg, Vincent Beaucousin-Jamelin. Et en régie, alors c'était sa première et on va le féliciter, Matify, bravo à lui, ce sera sans doute pas la dernière, on lui souhaite plein de réussite pour toutes les autres. Driss, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, au même endroit. Messieurs, à tous, à très bientôt. Merci. À bientôt, merci. À bientôt.
Ciao.